Donc en quelques mots, je suis donc PDG cofondateur d'une entreprise qui s'appelle Terra Nexus, qui est un essaimage du commissariat à l'énergie atomique. Comme souvent dans le domaine de la health tech, ce sont des solutions qui sont issues de la sphère académique, qui sont ensuite passées dans la sphère privée à travers la création de startups. Et donc j'en suis le pur produit du transfert de techno en santé dans le domaine du passage de l'académique vers le privé. J'étais moi-même chercheur au CEA et je suis également président de France Biotech. Avant d'être président de France Biotech, au sein de France Biotech, j'animais un groupe de travail que je continue à animer sur les partenariats publics-privés dans le domaine de la santé, qui est devenu un observatoire du transfert de techno. Et donc France Biotech, en quelques mots, donc c'est une association qui a maintenant 20 ans d'existence, qui anime l'écosystème des entrepreneurs de la health tech. Même si ça s'appelle France Biotech, on a aujourd'hui parmi nos adhérents des biotech, des medtech et des solutions de e-santé. En France, pour information, vous avez environ 2000 entreprises de ce secteur, avec à peu près 800 biotech, un peu plus d'1 millier de sociétés qui développent des dispositifs médicaux, et le reste en e-santé, avec, comme vous l'imaginez, avec tout ce qui est téléconsultation, utilisation de la santé digitale, une forte croissance sur les solutions de e-santé. On crée environ 60 entreprises dans ce domaine par an, avec évidemment, comme je vous l'ai indiqué, pas mal de startups qui sont créées à travers les offices de transfert de technologie, que ce soit les SAT, que ce soit Inserm Transfer, que ce soit le CEA. Et donc voilà, je voulais simplement planter quelques éléments de décor avant qu'on commence l'audition. Donc, merci beaucoup en tout cas de nous donner cette opportunité. Bien. Vous poursuivez ? Je suis Olivier Chabanon, bonjour à tous, et je suis le délégué général de France Biotech. Donc j'anime la structure France Biotech au quotidien, aux côtés du président et du conseil d'administration de France Biotech. Très bien, monsieur. Monsieur Grimaud, ah si, c'est bon. Voilà. D'accord, ok, non, je ne vous entendais pas. Franck Grimaud, donc directeur général de Valneva. Donc c'est une société qui est spécialisée dans le domaine du vaccin, qui est issue de la fusion entre une société que j'ai créée il y a 20 ans, Vivalis, et une société autrichienne, Intercell. Donc on a formé voilà, un nouveau pure player dans le domaine du vaccin. On commercialise des vaccins, en particulier dans le domaine du voyage. On a en développement le premier vaccin contre la maladie de Lyme, dont on va finaliser le développement avec Pfizer. On est les premiers à avoir un vaccin chikungunya qui, on l'espère, va rentrer sur le marché en 2023. Puis évidemment, vous le savez sans doute, on travaille et nous sommes en phase finale aujourd'hui pour l'enregistrement d'un vaccin contre le Covid, qu'on espère enregistrer donc à l'automne. Donc une société qui compte maintenant 600 personnes et qui est implantée sur différents sites en Europe, en plus de la France, l'Autriche pour la recherche, et puis l'Écosse et la Suède pour la production, avec également une infrastructure commerciale en Europe et aux États-Unis et au Canada. Et par ailleurs, donc, je suis président du pôle de compétitivité des entreprises du Grand Ouest. Et je vous remercie pour cette invitation. Très bien. Monsieur... C'est à moi que vous adressez, excusez-moi, je n'ai pas entendu. Très bien, vous pouvez dire quelques mots pour vous présenter, ensuite on commencera les échanges autour des questions. D'accord. Donc Marc Prouin, donc moi je suis directeur général d'une start-up qui est issue de la Pitié-Salpêtrière, qui a une particularité d'avoir à peu près la moitié des effectifs de 650 personnes qui sont des médecins, des infirmières, et l'autre moitié qui est technologique, qui développe du device et ce qu'il faut pas des devices, et également l'utilisation donc des devices dans l'intégration dans des parcours de soins, qui travaillent en tant que privé au service des hôpitaux, c'est-à-dire qui réalisent des actes au service des hôpitaux
dans les lits des hôpitaux ou bien à distance autour de l'électrophysiologie. Voilà. Donc aujourd'hui, on est parisien et français avec une assez grosse présence sur le Grand Est, mais avec un plateau de production, enfin une usine de production et des personnes qui font tourner des plateaux techniques qui tournent en transnational. Et on est également pour 60% de notre chiffre d'affaires aux États-Unis. Très bien. Et je suis par ailleurs dans le conseil d'administration de Medicène, donc le pôle de compétitivité Medicène, entre autres missions sociales. Très bien. Écoutez, merci à tous les cas de cette présentation. On sait la place que les biotech prennent dans l'innovation, mais aussi les difficultés qu'ils rencontrent. Et c'est l'objet de cette audition. Alors moi, je vais poser quelques questions que vous aurez posées, ma collègue Annie Delmont-Koropoulis, qui est rapporteur de cette mission. Le premier, c'est sur la qualité de l'examen des demandes d'essais cliniques. On a beaucoup d'industriels, quand ils font face aux questions posées par la NSM ou par les comités de protection des personnes sur les demandes d'essais cliniques qu'ils formulent, nous ont dit parfois être désarçonnés par les questions posées ou alors par les décisions prises, avec parfois des refus qu'ils ne comprennent pas bien. Donc ma première question, c'est est-ce que vous partagez ce sentiment ? J'avais une question pour Valneva, puisque vous avez fait un peu la une de l'actualité et des collègues avaient posé des questions d'actualité à ce sujet. Le Royaume-Uni semble s'être positionné très tôt comme un partenaire proactif de votre croissance sur toute la chaîne, de la recherche clinique à la production, avec un soutien financier significatif. Et j'aimerais savoir dans quelle mesure vos négociations avec les Britanniques ont contrasté avec celles que vous aviez engagées avec la Commission européenne. L'Europe s'est-elle positionnée uniquement comme acheteuse dans ces négociations et vous a-t-elle approché en 2020 pour vous accompagner dans vos développements et comment se fait-il que le Royaume-Uni ait grillé la priorité à l'Europe pour l'accès à un vaccin conçu par une biotech pourtant française ? Et lors des auditions réalisées également, plusieurs intervenants ont fait état de difficultés dans l'accès au financement au-delà d'un certain seuil. On parle notamment d'un plafond de verre sur des investissements de 500 millions d'euros, soit des montants qui, par exemple, aux États-Unis, peuvent être obtenus très rapidement. Quel est votre sentiment sur cette notion de soutien au financement ? Est-ce que la durée nécessaire vous paraît excessive et quelles seraient les propositions que vous feriez ? Voilà, donc qui commence ? Monsieur Grimaud, peut-être on évacue tout de suite, si je puis dire, le sujet. Ok, je vous remercie. Donc, sur cette question de, effectivement, la manière dont l'Europe a approché le sujet Covid versus les États-Unis ou l'Angleterre, par exemple, je pense qu'il y a une très très bonne chose, c'est que l'Europe a décidé de centraliser les commandes. Ça, je pense que c'est un point positif parce que ça aurait été probablement délétère d'avoir une compétition entre pays européens. Donc ça s'est mis en place en juillet 2020. Simplement, effectivement, l'Europe, n'ayant pas d'outils de financement de ce type de crise sanitaire pré-établie, pré-montée, s'est positionnée, a commencé donc à dialoguer avec les différents industriels pendant l'été et les premiers contrats ont été signés en septembre, octobre, novembre 2020. Or, la course pour développer ces vaccins devait nécessairement commencer dès le premier trimestre 2020. Les États-Unis, qui ont un outil qui s'appelle le BARDA, qui est doté de plusieurs milliards de dollars, ont pu financer à risque
6 programmes, dont celui de Sanofi, dont celui de Moderna, dont celui de Novavax, dont celui de AstraZeneca par exemple, en mettant pour chaque programme 500 millions d'euros, qui est en gros la somme nécessaire pour aller de la phase 1 à la phase 3 et de financer une toute partie de l'industrialisation. Hein. Et donc, les programmes et les vaccins et les doses que les Européens ont achetés en Q3, Q4 de 2020 avaient en fait été financés à risque essentiellement par le BARDA aux États-Unis et pas par l'Europe. Et nous, on s'est retrouvés dans une situation un petit peu intermédiaire où, du fait de notre implantation industrielle en Écosse, le Royaume-Uni a considéré que c'était un positionnement stratégique et qu'ils ont cru aussi très vite dans notre vaccin inactivé et donc ont estimé intéressant de pouvoir financer aussi à risque, hein, avec ces publics en septembre, une somme de financement à risque, hein, non remboursable, de 470 millions d'euros, sur lequel on a reçu déjà une somme très, très significative, hein, plus de la moitié. Donc la leçon que j'en tire en ce qui me concerne, c'est que en Europe un outil équivalent au BARDA. Bon, il y a des réflexions aujourd'hui en cours, hein, pour créer une agence qui s'appellerait HERA, H-E-R-A, qui soit dotée de ces sommes-là. Enfin, il faut, pour qu'elle soit effective, qu'elle soit dotée de 10 à 20 milliards d'euros, et qu'elle ait pour moi une décision autonome, un peu comme la Banque centrale, c'est-à-dire que je n'ai pas besoin d'attendre l'avis de chacun des 27 avant de lancer l'investissement et le pari dans tel ou tel vaccin pour lancer la machine. Et évidemment, en contrepartie, je demanderai à avoir des premières doses. Donc ça, c'est vraiment pour moi la leçon de l'histoire. Le point positif, centralisation des commandes, mais le point qui manque, c'est d'avoir une agence équivalente au BARDA. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, hein, en ce qui nous concerne, nous avons donc reçu un financement qui nous permet aujourd'hui d'être en phase 3. Nous avons reçu un financement total pour financer une nouvelle usine. Et donc, voilà, on n'en serait pas là aujourd'hui sans avoir eu ce soutien, mais c'est la même chose pour la plupart des vaccins qui sont aujourd'hui disponibles en Europe. Sans le BARDA, je pense qu'on n'aurait pas été aussi vite. Donc voilà, je pense que c'est vraiment la leçon de l'histoire, c'est qu'il faut absolument qu'il y ait une agence européenne qui soit autonome, bien doté et qui puisse réagir très très rapidement en cas de crise sanitaire. Hein, il faut se rappeler que pour l'instant, en ce qui concerne la grippe pandémique quand même, qu'on voit régulièrement, on a eu soit des vaccins qui étaient très pathogènes mais très peu infectieux, soit très infectieux mais peu pathogènes. On peut penser qu'un jour on aura la combinaison des deux. Donc une prochaine crise pandémique peut arriver et l'Europe a tout à fait les moyens de s'y préparer. C'est juste d'avoir les outils institutionnels pour bien y répondre et rapidement y répondre. J'aurais un certain nombre de choses à dire aussi sur le financement, les essais cliniques et tout ça, mais je m'arrête là pour l'instant. Ok. Sinon, vous pouvez continuer sur les mêmes questions, hein, ce financement et essais cliniques, hein, puisque les questions concernaient vous quatre, vous donnez votre
vos réflexions sur ces deux sujets. Et puis ensuite, on passera la parole et on demandera à M. Stéphane Piat de Carmat de se présenter aussi. Mais okay. dites sur les essais cliniques et sur les financements. Voilà. Alors, en ce qui concerne les essais cliniques, effectivement, je pense qu'on a affaire principalement à un problème culturel. L'innovation en biotechnologie, c'est forcément des nouvelles approches, ce sont forcément un nouveau type de médicament, c'est souvent un nouveau mode de delivery. Donc, nous, par essence, la plupart des innovations en biotechnologie sortent des cases, sortent de ce qui est déjà connu. Et il est vrai, je pense que c'est souvent ce qui ressort, c'est que, entre autres en France, mais pas simplement en France, on a une approche très to the book. Si on ne rentre pas dans les cases, si on ne rentre pas dans les choses qui sont déjà décrites, si voilà, on n'est pas sur des choses connues, eh bien c'est essai maximum, protection maximale, demande maximale. Alors que dans un certain nombre d'autres pays, on a une approche beaucoup plus pragmatique du risque-bénéfice. Quel est le bénéfice que ce médicament peut apporter? Quel est le risque que je prends en tant qu'agence réglementaire? Et donc, ce n'est pas une question d'infrastructure pour faire des essais cliniques. La France est très, très bien dotée. Il y a un certain nombre de processus qui doivent être accélérés, etc. Mais pour moi, le principal enjeu, c'est le culturel. Et c'est vrai qu'on l'a vu même pour le Covid. On a eu des approches plus ou moins pragmatiques en fonction des pays, des agences, parce que voilà, c'est quand même une situation très 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 particulière. Donc ça, c'est ce que je dirais sur les essais cliniques. Mais c'est un vrai gros enjeu parce que derrière, évidemment, en termes de soutien et d'une certaine manière de rapidité d'accès au marché, la phase d'essai clinique est absolument majeure pour les sociétés de biotech. Et le fait de pouvoir arriver au marché, sur le marché en 6 ans plutôt que 8 ans est un enjeu économique énorme, un enjeu de financement énorme et un enjeu de compétitivité énorme. Donc ça, c'est vraiment un point qui fait que beaucoup de sociétés de biotech françaises vont faire des essais cliniques ailleurs. Ça, c'est la résultante de ça. Et pour moi, c'est principalement culturel. Ce qui nous aide pas beaucoup, enfin, ce qui fait que c'est un gros chantier. La deuxième chose que j'aimerais dire aussi par rapport aux questions clés que vous avez posées, oui, sur les aspects financement. En gros, je trouve qu'en France, là, on est bien soutenu pour le démarrage, on est bien soutenu pour les essais précliniques qui vont coûter... Ça y est, allez-y, on vous a perdu quelques... D'accord. Donc, ce que je disais, c'est qu'en France, on est plutôt bien soutenu pour les essais cliniques. Donc, les essais précliniques qui coûtent 2, 3, 4, 5 millions. Pour les essais de phase 1 qui vont coûter 4 à 5 millions. Pour les essais de phase 2 qui vont coûter 20 millions. En gros. Là, on trouve des financements, on trouve des capitaux risqueurs. La BPI joue un rôle excellent. Elle a été instrumentale pour la fusion et la création de Valneva. Ils sont aujourd'hui à hauteur de 10% du capital de Valneva. Ils jouent un rôle extrêmement efficace. Là où on a un blocage pour que les biotech françaises et européennes deviennent des pharma de demain et arrivent sur le marché par elles-mêmes. On fait partie des rares sociétés en Europe qui ont un réseau commercial, qui commercialisent leurs propres vaccins. C'est qu'il faut trouver
le financement de la phase 3 qui va coûter en gros 500 millions, 600 millions. Et là, il faut des investisseurs, c'est pas des privés, c'est pas des subventions, il faut des investisseurs qui soient capables de mettre 50 à 100 millions d'euros sur une phase 3 qui a 50% de risque d'échec. Il y a encore un gros risque d'échec en phase 3. Et là, en Europe, on a 1 ou 2 fonds qui sont capables de le faire, je dis bien en Europe. Aux États-Unis, on a 30 à 35 fonds qui sont capables de le faire. Et ça c'est un verrou important. France Biotech milite depuis 10 ans, 15 ans sur le fait qu'il y ait une partie par exemple, de l'assurance vie, 2%, 3%, 4%, qui soit allouée et avec des soutiens fiscaux, des incitations fiscales pour justement permettre de monter des gros fonds, de doter de plusieurs milliards qui puissent faire ce type d'investissement et qui accompagnent les biotech françaises, européennes pour cette dernière phase. Et ça manque. Ça manque. Et c'est probablement, là, à nouveau, il ne s'agit pas de demander des subventions à l'État, pas de demander des aides. Il s'agit de demander une incitation fiscale pour que ce type de fonds puisse se créer. Et à nouveau, c'est un enjeu français, mais c'est un enjeu plus largement européen. Voilà. Et puis, une dernière chose, et je terminerai par rapport à vos questions. Je pense qu'on a, en Europe, à nouveau, versus les États-Unis, un problème de remboursement des médicaments. Aujourd'hui, toutes les biotech vous le diront, qui commercialisent, qui ont réussi, toutes les pharma d'ailleurs vous le diront, en gros, elles ont 60% de leur chiffre d'affaires qui est fait aux États-Unis et 70 à 75% de la profitabilité qui est fait aux États-Unis. Ça veut dire, cette profitabilité sert à réinvestir en R&D, que ce soit des pharma, que ce soit de la biotech. Le profit que l'on fait, on le réinvestit en R&D. On le réinvestit pour développer un programme, des programmes R&D. Il faut savoir quand on commence 10 phases 1, il n'y a qu'un seul médicament qui va arriver jusqu'au bout. Il y a 10% de succès quand on commence la phase 1. C'est les statistiques pour des milliers de développements. Donc il y a un gros risque qui est pris. Et l'Europe en général, de manière assez homogène, l'Europe en général a choisi d'avoir une politique de remboursement que je vais qualifier d'économe. Ça c'est un sujet puisque aujourd'hui, voilà, comme je le disais, l'essentiel de la profitabilité est faite aux États-Unis. Donc, il y a un moment donné, évidemment, les centres de recherche, on les met proches des clients finaux importants, etc., etc. Et ça, je comprends que ce dernier point est un point hyper sensible politiquement, d'autant plus que quand on regarde, par exemple, l'espérance de vie des Européens versus les Américains, on fait mieux, alors qu'on dépense moins en santé. Donc, on pourrait dire, l'Europe, en fait, a raison. Sauf que quand il s'agit de développer des nouveaux médicaments et de développer et de garder une industrie du futur, on a besoin de pouvoir avoir une profitabilité sur les médicaments qui réussissent pour investir dans les 10 programmes dont un seul va réussir. Voilà. Donc il y a cette thématique aussi du prix de remboursement des médicaments qui est une thématique qui compte aussi. Voilà. Donc je m'arrêterai là pour pas être trop long. Bon, ça va très bien. Voilà. Et puis, voilà. Donc, vous vous présentez et puis ensuite, M. Mouton prendra la... D'accord, très bien. Bonjour à toutes et à tous. Carmat, c'est une société dont on a même trop parlé, je pense, en France, pendant trop longtemps, et mal d'ailleurs. Et donc, c'est un sujet très important. On parlait de population vieillissante. Comme pour la Covid, il y a 40 ans, il n'y aurait pas eu de mort parce qu'il n'y avait pas de population fragile. On parlait d'espérance de vie, on mourrait tous à 60-65 ans. Donc probablement, il y a 40 ans, la Covid n'aurait pas frappé comme elle a frappé aujourd'hui parce que les gens auraient été à l'hôpital avec des maladies ou complications mineures. Mais maintenant, les gens vivent jusqu'à 85 ans. Donc on crée une population fragile.
En moyenne, c'est encore ça, mais un peu plus les femmes, un peu moins les hommes. Et donc, on est en train de créer une population fragile parce qu'on traite de mieux en mieux les gens. Et donc, on vieillit mieux. Et donc, on est en train de créer de nouvelles pathologies, dont l'insuffisance cardiaque avancée. Donc, ça veut dire la défaillance des deux ventricules, des deux chambres inférieures de notre cœur. C'est une maladie dont on ne parlait pas il y a 50 ans, elle n'existait pas. Et c'était l'évolution logique d'Alain Carpentier, donc grand chirurgien français, qui a révolutionné la chirurgie moderne. On va déjà parler de siècle dernier, parce qu'on est en 2020, donc on a tourné la page il y a 20 ans. Donc il y a 50 ans déjà, il avait pensé, il voyait qu'il y a des nouvelles maladies, parce qu'on passait les 60 ans, on voyait que les valves vieillissaient et les gens mouraient. Donc il disait comment on va faire pour remplacer les valves humaines. Et donc il a eu l'idée d'utiliser les tissus bovins. Donc les animaux, il a trouvé un système pour fixer les tissus des animaux pour pouvoir les placer dans le corps humain et remplacer les valves du corps humain. Donc c'est il y a 50 ans. Et puis comme il était très visionnaire, il l'est toujours d'ailleurs, donc 5 à 10 ans après avoir inventé cette valve qu'il a cédée, et je pense que ce sera important pour la discussion qu'on aura après, à un groupe américain, donc il a fait la fondation, il a créé un colosse américain grâce à son invention, et un autre Français a contribué à faire exploser ce groupe. Donc c'est un groupe Edwards qui est né grâce à 2 inventions françaises et qui maintenant est évalué 80 milliards sur la bourse, mais qui sert beaucoup de patients dans le monde entier grâce à 2 inventions françaises qui n'ont pas été soutenues. Et donc il a inventé cette valve et 10 ans après il dit mais si on répare les valves, un jour ou l'autre on va devenir plus vieux et c'est le muscle du cœur qui va arrêter de battre. Donc il se projetait déjà en 2000 et quelques, il y a 50 ans de ça. Et c'est là qu'il a demandé à des gens, donc à Jean-Luc Lagardère, il a demandé de l'aider. Parce que les problèmes qu'on a aujourd'hui, ils existaient il y a 30-40 ans. Trouver de l'argent pour une start-up avec un projet à 30 ans très risqué, il fallait être très chanceux pour trouver un franc français, je dirais à l'époque. Et donc Jean-Luc Lagardère, qui est un entrepreneur visionnaire lui-même, il a dit « Ok, je vais t'aider, je vais donner une dizaine d'ingénieurs gratuitement chez Matra et on va commencer ». Donc, c'est l'histoire Carmat, Carpentier, Matra. Et donc, aujourd'hui, où en est-on ? Eh bien, la société a eu un agrément pour pouvoir commencer la commercialisation qu'on espère commencer en Allemagne, j'insiste, en Allemagne, pour parler de remboursement très lent en France ce mois-ci. Et puis, on va commencer l'étude américaine, on espère, dans les semaines qui viennent également. Donc, voilà, c'est Carmat. Vous êtes en négociation de prix, là, alors ? Non ? En négociation de ? Non, pourquoi vous dites que ça va commencer en Allemagne ? Parce qu'en France, on a cette particularité de penser que le patient français est différent du patient allemand. C'est bien sûr connu au niveau génétique et biologique, on est très différents. Et donc, non, en France, on demande des études françaises pour pouvoir soumettre un dossier de remboursement. Alors que dans tous les pays d'Europe, quelle que soit l'origine du patient, c'est suffisant. Donc, on va faire une étude qui s'appelle EFICAS, qui a été financée, certes, en partie par la Chaise, dont on est très reconnaissant. Mais bon, ça veut dire que le remboursement, probablement, arrivera en France, peut-être en 2025, 2026. Je vais prendre un cas qui est un cas d'école et un cas unique dans toute l'histoire du dispositif médical. Je ne fais pas de biotechnologie, mais du dispositif, donc les implants, toutes ces choses-là. J'ai développé un clip pour la régurgitation mitrale dans une boîte américaine il y a 10 ans et on a battu le record du monde parce que vous savez qu'aux États-Unis, contrairement au pharma, les remboursements sont très lents par rapport à l'Europe. Et cette fois-ci, la France a battu les États-Unis. On a eu 2 ans de retard sur les États-Unis. Alors, les États-Unis avaient eu 8 ans de retard sur le marquage CE, mais la France avait eu 10 ans de retard sur le marquage CE. Donc, les Français ont pu bénéficier du clip qui sauve la vie de milliers de gens tous les ans. Et les données étaient là depuis 10 ans. Hein. Voilà. Donc ça, c'est un peu l'histoire. On a un système qui est assez rigide, difficile à comprendre. Je parle de dispositif, hein, je ne connais pas la biotech très bien. Pourquoi doit-on avoir des patients français pour avoir un remboursement en France ? Si quelqu'un peut me démontrer qu'il y a des grosses différences anatomiques et biologiques entre nous et nos confrères transalpins et tout ça, je suis preneur. Il y a peut-être des données que j'ignore. Ça peut faire l'objet d'une étude. Monsieur Mouton, par rapport aux questions déjà évoquées, mais si vous voulez compléter par rapport
aux essais justement et au financement. Oui, donc sur les essais cliniques, je dirais que les choses ont... Alors, je serais moins pessimiste que mes petits camarades, parce que je trouve que les choses évoluent plutôt favorablement. D'abord, côté agence du médicament, et en particulier sur les phases précoces, et c'est très important que les phases précoces se fassent en France, parce qu'on sait très bien que à partir du moment où on démarre son développement, le choix du pays pour son développement est clé. Et donc, si on démarre sur les essais précoces en France, on continuera à développer, même si souvent les gros essais deviennent internationaux. Mais en tout cas, ça voudra dire que les patients français bénéficieront sur les phases tardives aussi de ces investigations-là. Donc, on peut se réjouir qu'à l'ANSM, les choses ont considérablement progressé, à la fois en termes de délai, à la fois en termes d'instruction. Il y a effectivement des équivalents temps plein qui ont été mis à disposition pour ces phases précoces. Reste aujourd'hui 2 points, je dirais, d'amélioration. C'est les comités de protection des personnes. C'est un peu la tarte à la crème depuis quelques années maintenant, où il faut effectivement changer cela. Il y a eu une réforme qui a conduit au tirage au sort aléatoire des CPP. Quand vous déposez une demande d'essai clinique, vous avez d'un côté la NSM qui juge de la recevabilité sur la sécurité du produit, je fais simple, et les CPP qui se positionnent sur la méthodologie et l'éthique. Donc là-dessus, le tirage au sort conduisait au fait que vous pouviez vous retrouver avec un CPP. Vous développez un produit dans la neuro et vous avez un CPP qui est plutôt spécialisé dermato, donc vous imaginez les questions que vous pouvez avoir. Et d'autre part, il y avait un point, et ça c'est toujours un point aussi un peu de faiblesse suite, on va dire, à certains scandales sanitaires, qui est le lien d'intérêt et le conflit d'intérêt dans l'expertise. Où il y a effectivement une grande crainte que les gens qui travaillent pour l'industrie soient des gens qui sont conflictés et qui ne peuvent répondre. Souvent, l'industrie fait appel aux gens les plus compétents. Je vous fais pas le raccourci, mais ça veut dire effectivement qu'on peut se retrouver avec des gens qui sont pas forcément les plus compétents dans les domaines qu'on cible. Et puis il y a un autre problème, c'est que ce sont les CPP qui doivent s'estimer être compétents ou non. C'est toujours difficile pour un être humain de s'estimer non compétent dans tel ou tel domaine, mais donc là les choses, on espère, vont évoluer pour pouvoir effectivement cibler que le tirage au sort ne soit pas aléatoire, que ce soit un tirage au sort qui soit lié aux compétences des personnes qui sont dans ces CPP. Et puis, il faut aussi savoir que ces CPP, ce sont des gens bénévoles qui le font en plus de leur travail. Et souvent, ce sont des hospitaliers qui ont une charge de travail qui est souvent importante. Donc, là-dessus, il faut changer cela parce que ça conduit effectivement à un frein, à la fois en termes de délai, par rapport à la compétition internationale, et qui fait qu'effectivement certains quand vous faites des essais internationaux, souvent sur les phases 2, il est vrai que quand on interroge nos adhérents, le lancement du premier patient français est sans doute le plus tardif par rapport à d'autres pays. Y compris sur les États-Unis. Donc voilà, simplement, donc il y a ce point-là. Et un autre point aussi, vous savez que quand vous contractualisez avec les centres hospitaliers, vous avez ce qu'on appelle le contrat unique. Le contrat unique, donc c'est quelque chose qui a effectivement révolutionné cet aspect-là en termes juridiques. Donc il y a un seul contrat qui est valable pour tout le monde. Il reste un point de faiblesse. On en a, nous, beaucoup parlé avec le CSIS sur l'annexe financière, puisque c'est ça, en fait, qui, comme toujours, constitue une phase de négociation qui, administrativement parlant, peut prendre des délais qui sont assez importants. Et quand vous avez une dizaine de centres en France qui sont impliqués, vous êtes obligé de faire une négociation avec ces 10 centres. Et les administratifs, pareil, peuvent avoir des difficultés en termes de bande passante pour instruire ces demandes administratives de contrat unique. Donc les 2 points de faiblesse aujourd'hui sont effectivement les comités de protection des personnes et ce contrat unique qu'il faut peut-être revaloriser. Et je pense que les industriels ne sont pas fermés au fait que ce soit revalorisé si ça permet de gagner du temps, parce que vous savez que dans notre industrie, le temps est un facteur clé en termes de protection industrielle, etc. Donc tout ce qu'on gagne en termes de temps, en termes de semaines, est considérable par rapport à la valorisation de nos entreprises. Donc ça, c'était pour les essais cliniques.
Donc sachez qu'effectivement, on remonte un peu la pente sur les phases précoces. Il reste encore un certain nombre de domaines où on est vraiment en retard. Sur le financement, alors Franck l'a dit, mais c'est un peu l'Arlésienne, la mobilisation de l'épargne française. Donc je dirais que je ne sais pas si un jour on y arrivera, mais c'est vrai que ça reste en tout cas une préoccupation si on arrive à se dire que c'est une priorité nationale et qu'on arrive aussi à acculturer les investisseurs sur ce domaine, parce que c'est un domaine particulier. C'est un domaine, on l'a dit, les temps sont longs. Un développement d'un médicament, c'est entre 10 et 12 ans, à partir du moment où il a été identifié sur sa cible. Et on compte à peu près entre 1 et 1,5 milliard nécessaires pour pouvoir le sécuriser. Dans ce 1,5 milliard, il est évident qu'on tient compte aussi de l'attrition dont Franck a parlé au taux de succès. Et donc tout ça pour dire que c'est un domaine qui est très particulier pour les investisseurs. Et nos sociétés, en fait, sont bâties sur en fait des jalons de création de valeur et pas des métriques financières classiques. Donc pour intéresser je m'explique, c'est-à-dire que les investisseurs qui investissent dans la technologie, ils vont se baser sur des métriques financières, de revenus, de chiffre d'affaires, d'EBITDA, etc. Dans le cas des biotech, c'est un peu moins vrai sur les medtech parce qu'elles peuvent générer plus précocement du chiffre d'affaires, et encore moins vrai pour les solutions de e-santé. Mais pour les biotech en particulier, les investisseurs doivent connaître justement ces jalons qui sont des jalons créateurs de valeur, c'est-à-dire la démonstration d'apport chez le patient, la démonstration de sécurité, le fait de rentrer chez l'homme, etc. Tout ça, ce sont des jalons qui, dans la tête des investisseurs qui sont spécialisés dans le domaine de la santé, sont considérés comme des incréments dans la valeur de l'actif qu'on est en train de développer. Et ça, c'est pas facile pour, on va dire, l'investisseur généraliste. C'est aussi pour ça que, au-delà de la mobilisation de l'épargne, il faut aussi acculturer les investisseurs à venir sur cette industrie-là. Je voudrais mentionner quelque chose qui me semble être un énorme levier et qu'il faut absolument encourager. Je pense que vous avez entendu parler du dispositif déployé par Philippe Tiby. Donc Philippe Tiby est un prof d'économie de l'IX qui a écrit un essai sur comment financer la 4e révolution industrielle de la France, et en particulier en passant par les technologies. Il avait clairement identifié qu'on avait plutôt bien adressé les phases précoces d'amorçage. On y reviendra sur les aspects du PIA. Les fonds d'amorçage ont plutôt été bien dotés. Alors évidemment, c'est jamais suffisant, c'est jamais comparable à d'autres écosystèmes, mais il faut se replacer aussi dans un contexte français et des progrès qu'on a réalisés sur les 10 dernières années en la matière. En revanche, ce qui nous manquait, c'est ces étapes qu'on appelle de phase tardive, de scale-up. On emploie beaucoup ce terme aujourd'hui, en tout cas, on va dire de passage à la phase industrielle, et qui permet d'avancer sur des phases, phase 2B, phase 3, pré-enregistrement. Et ça, effectivement, c'est des montants. Il faut sécuriser plusieurs centaines de millions d'euros pour pouvoir parvenir à ces stades-là. Et Philippe Tiby donc a mis en place, face à 22 assurantiels et parapublics, un certain nombre de fonds qui opèrent sur le terrain dans le domaine des technologies. Il y en a 33. Sur ces 33, il y en a 9 qui sont dans le domaine de la santé. Et ces investisseurs assurantiels se sont engagés à mettre plus de 6 milliards dans le domaine de la technologie. Ils sont engagés, ils ne l'ont pas mis, ils se sont engagés à le faire. Et donc, ces investisseurs qui opèrent sur le terrain, qui vont venir dans nos sociétés, aujourd'hui, certains ont mobilisé 400, 450 millions. Je pense à 2 exemples assez emblématiques français. Vous avez le fonds Jeito, qui est dirigé par Raphaël Torgman, qui opère sur le terrain justement avec des capacités à venir sur une 50aine de millions par entreprise. Et quand vous venez avec cette capacité-là, vous attirez aussi d'autres investisseurs internationaux. Donc c'est aussi ça, c'est vraiment cette traction-là qu'il faut opérer. Il s'avère qu'aujourd'hui, par rapport aux autres domaines technologiques, c'est vrai que les investisseurs généralistes assurantiels ont plus de mal à venir sur la santé parce qu'il y a besoin de cette acculturation, il y a besoin de comprendre quelles sont les métriques, il y a besoin de les éduquer sur quelle est notre industrie, comment elle fonctionne et comment elle se valorise et quels risques ils prennent réellement. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire sur le financement. Donc un certain nombre de choses qui progressent, un certain nombre de leviers qu'on peut opérer encore et amplifier aujourd'hui.
Merci. Monsieur Frouin. Monsieur Frouin. Oui, merci. Donc, alors, nous, on est dans une situation un peu différente, hein, puisque mon entreprise n'est pas biotech, hein. Elle est sur le domaine de l'évolution pathologie chronique, pour lequel, effectivement, il s'agit de copiloter le traitement et la prise en charge des patients, en attendant que les biotech arrivent à faire des miracles sur certaines solutions. Sur les maladies dégénératives, donc tout ce qui est les ALD en France, qui représente quand même 60% des coûts de santé. Et ce que nous faisons, c'est donc essayer d'étendre les médecins, hein, donc de les aider, donc très très proches des médecins, avec du medical device et avec du logiciel et avec des organisations un peu différentes, en se mettant donc en sous-traitance et en fonctionnement avec les établissements de santé pour pouvoir effectivement accompagner les patients vers des parcours d'excellence à chaque fois, parcours de santé d'excellence à chaque fois. Alors la complexité, elle est différente sur les essais cliniques. C'est pas la structuration très centrée qu'on retrouve effectivement avec une biotech, avec phase 1, phase 2, phase 3, et puis même éventuellement des phases à venir derrière quand il y a des extensions de prescription dans d'autres pathologies. C'est plus des essais cliniques qui concernent donc les changements de parcours de soins en hôpital. Et il y a autant d'innovations, je pense, à venir dans ce secteur qu'il peut y avoir dans d'autres secteurs de la médecine, puisque on peut projeter une vision où à 10-15 ans, on va avoir systématiquement, pour tous les patients en pathologie chronique, un accompagnement où les médecins n'étant plus suffisants en tant que tels, et la complexité de la médecine technique devenant de plus en plus lourde, on aura systématiquement un accompagnement du patient, une espèce de modèle numérique où je ne sais pas exactement comment ça va se traduire, mais qui sera systématiquement à 100% derrière chaque patient. Il n'y a pas de raison qu'on ne l'ait pas. La coordination de soins commence déjà et aux États-Unis, elle représente déjà plusieurs milliards de chiffres d'affaires. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un métier intermédiaire entre le spécialiste hospitalier rang 3 qui est de très haut niveau et puis le médecin généraliste qui ne peut pas être un médecin technique sur chacune des pathologies de ses patients. Et ce domaine-là, on a un inconvénient majeur dans le fonctionnement des essais cliniques et du fonctionnement, c'est que c'est de l'amélioration continue. Ce n'est pas de l'amélioration pour créer un monopole. Il ne s'agit pas de faire ça. Aujourd'hui, ces améliorations sur les parcours, elles sont souvent traduites par des publications qui n'ont pas de valeur en tant que telles. Ces publications et après des guidelines, et après les guidelines sont déployés dans les hôpitaux ou sont déployés dans les systèmes de soins. Et là, je pense qu'en France, on n'est pas en retard sur ça. On a beaucoup de médecins qui participent à ces nouvelles guidelines. Par contre, la capture dans un parcours qui serait digitalisé, qui serait piloté comme on fait en industrie 4.0, dans une médecine 2.0 ou dans une médecine 4.0, on peut l'appeler comme on veut, c'est quelque chose qui est encore lourd. Et donc, on est dans des essais cliniques multiples, des petits essais, pas des essais lourds, pas des essais comme ceux qu'on a décrits tout à l'heure, qui nous demandent effectivement une certaine flexibilité et pour lequel on travaille, nous, donc en direct avec les hôpitaux et leur capacité de faire, quelquefois avec un fonctionnement CRO qui est un peu particulier, qui ne ressemble pas à celui qu'on a traditionnellement. Et on travaille aussi avec des pharmas où là, par contre, il s'agit d'introduire des nouvelles molécules juste à temps et au bon moment et avec des codosages de principe pour des patients en fin de vie ou des patients pathologiques chroniques qui ont des prescriptions très compliquées, de plus en plus compliquées d'ailleurs, et il s'agit de faire du co-développement. Et dans ces cas-là, quand on travaille avec les pharmas, ce qu'on observe effectivement, c'est que c'est systématiquement hors de France. C'est-à-dire que les essais, nos clients pharma avec lesquels on travaille vont systématiquement choisir des essais hors de France. Et ça, je ne sais pas moi pour autant, je ne suis pas spécialiste de ce domaine et je ne sais pas pour autant répondre pourquoi ils le font, mais il me semble que c'est principalement économique. C'est le délai sur le temps et principalement les coûts des essais cliniques, mais je ne suis pas certain que ce soit ça. Parce qu'à l'inverse, on a des médecins français qui pilotent, des médecins français hospitaliers qui sont souvent des professeurs, qui pilotent des essais cliniques qui ont lieu dans d'autres pays. Donc c'est bien des Français qui pilotent, mais la réalisation des essais ne se fait pas en France. Donc voilà. Donc, sur les essais cliniques, j'ai pas grand-chose à dire moi, sauf ça, c'est-à-dire qu'on a une partie des évolutions qui sont
préparation enfin, faire le maximum pour les patients et vraiment être centré santé publique et capacité à gérer ces parcours qui ne sont pas le même type d'essais cliniques que ce qui s'est fait traditionnellement, puisque c'est des améliorations continues. Comme on peut avoir dans le logiciel, on a des améliorations continues. On a besoin des améliorations continues. Ce n'est pas des gros deltas. On ne va pas faire 2 bras systématiquement avec un essai clinique qui dure un temps assez long pour un retour. On va essayer de trouver des méthodes différentes pour faire ces essais cliniques en petits incréments qui correspondent bien à des domaines où il n'y a pas trop de risques. C'est de toute façon une amélioration qu'on cherche. Par contre, on a besoin d'avoir le retour, on a besoin de pouvoir se servir des résultats pour les agréments CE ou autres, et on a besoin d'intégrer tout ça. Et dans ces cas-là, effectivement, alors on a tous ces mots-clés un peu nobles, comme l'intelligence artificielle, etc., qu'on va retrouver autour des données qui sont tous là, présents et pas loin. Et faire des essais cliniques qui correspondent à valider une intelligence artificielle, par exemple, c'est quelque chose qui est aujourd'hui plus avancé, beaucoup plus avancé aux États-Unis qu'en Europe, mais en France, mais même en Europe en général, parce que les Américains ont travaillé beaucoup dessus, mais qui vont être des nouveaux types d'essais qui sont importants. Sur le financement, je voudrais dire que effectivement, financer une biotech, ça demande de bien comprendre les jalons, puisque on est dans un financement, on ne peut pas regarder les comptes. À l'inverse, dans des boîtes comme nous, on a des comptes et on a le même type de problème par contre. Je pense que pour un entrepreneur, c'est un privilège de pouvoir perdre de l'argent. Hein. Un gestionnaire, normalement, ne perd pas d'argent. Un entrepreneur perd de l'argent parce qu'il est en investissement et il crée de la valeur actionnaire. Il essaye de créer le maximum de valeur actionnaire le plus vite qu'il peut. Et donc, il le fait avec des contraintes qui sont de faire fonctionner son entreprise. Et là, on est dans un domaine un peu différent, puisqu'on doit se rapprocher plus de ce qui s'est fait dans le numérique, avec de plus en plus souvent des modèles où avec des financiers américains, on est capable de perdre de l'argent pendant beaucoup plus longtemps qu'on est capable de le faire en France et sur des sommes beaucoup plus importantes. Alors, on va se rapprocher des modèles qui sont plus ceux de Amazon, Uber, etc. Mais d'une façon générale, perdre de l'argent sur plus longtemps, demande de lever plus d'argent, donc demande d'avoir des financements plus importants et demande de passer à des échelles supérieures. Alors moi, mon entreprise, on est en intermédiaire, hein, on n'a pas besoin de lever autant d'argent, on n'a pas besoin d'essais cliniques de 500 millions, par contre on parle quand même en centaines de millions, et effectivement, si on veut des centaines de millions avec des investisseurs en France qui sont capables donc d'être les lead investors, ceux qui déclenchent, ce qui a été expliqué tout de suite, qui déclenche l'investissement des autres derrière. Et forcément, sur le territoire, il faut avoir en tout cas au moins l'un des lead investors, parce qu'un Américain qui va investir ou un Européen qui va investir sur la France veut qu'il y ait quelqu'un qui soit très proche de la réglementation française et de la façon de travailler dans le territoire pour que ça puisse se faire. C'était très difficile. Moi, honnêtement, je trouve que ça, c'est de plus en plus facile. Donc, la France a fait un énorme travail. BPI est chez nous aussi au capital. Et BPI a fait un énorme travail sur ces phases préalables. Pour le scale-up, les besoins que nous avons, nous, sont en centaines de millions. Une partie, donc, effectivement, va venir des investisseurs. Une partie, je pense, peut venir pour nous, à l'inverse des biotech, des clients, c'est-à-dire d'activités qui sont rentables, avec une première ligne de produits, une deuxième ligne de solutions, une troisième ligne de solutions qui vont contribuer à cette R&D et à ce besoin de financement qui reste très important. Hein. C'est-à-dire que les entreprises ne sont pas immédiatement rentables, mais va être capable de contribuer. Et sur cette partie-là, je pense que l'évolution, elle est celle qu'on a discuté tout à l'heure sur les vaccins, c'est-à-dire que c'est un cofinancement idéalement, dans les situations idéales, il faut que ce soit un cofinancement, puisque ce sont des choses qui ont des délais courts de mise en marché, sur le capital d'un côté et sur la commande publique de l'autre, ou en tout cas l'autorisation de travailler en médecine ou l'autorisation de travailler pour que la commande publique puisse arriver. Et là-dessus, c'est vrai qu'on a un peu de mal en France. Nous, aujourd'hui, par exemple, pour que une entreprise se développe complètement, nous travaillons en sous-traitance d'une centaine d'établissements de santé. Donc, tous les actes que nous faisons, tout le travail que nous faisons est codé dans le système hospitalier, donc dans les GHS hospitaliers ou dans la facturation à l'acte. Et pour que ça puisse passer territorial et qu'on puisse travailler sur toute une région, on aurait besoin de pouvoir travailler avec un numéro finesse, hein, c'est-à-dire être capable de directement prendre le numéro de sécurité sociale des patients et facturer la CPAM. Et ça, aujourd'hui, en France, par exemple, il y a un blocage de principe du ministère de la Santé sur le fait qu'il puisse y avoir des entreprises privées
qui travaillent sans contrainte géographique sur tout le territoire. Et je pense que c'est justifié, hein. Je n'ai pas de débat là-dessus, par le fait que pour contrôler nos dépenses de santé, on contrôle l'offre, hein, et on s'assure qu'il n'y ait pas de triche, hein, au maximum, et on contrôle pas on contrôle les dépenses par l'offre, hein, autant qu'on contrôle les dépenses par le prix. Donc ça c'est justifié, mais ça n'empêche pas que c'est bloquant et que les champions mondiaux du domaine dans lequel je suis, qui auront donc des solutions complètes de suivi de pathologies chroniques et qui vont représenter un peu plus les modèles du numérique, hein, plus les modèles des GAFAM dans le futur, ce seront les personnes qui ont un territoire local qui permet d'adopter. Donc nous faisons 60% de notre chiffre sur le marché américain. Le marché américain paye mieux que le marché français, c'est sûr. Il est aussi plus concurrentiel. Dans notre domaine, il est beaucoup plus concurrentiel. On n'a pas un monopole comme on peut avoir un monopole une fois qu'on a réussi à faire un développement de médicaments. Donc on a effectivement beaucoup de concurrence. Et dans le système américain, il y a des complexités de mise en marché qui sont là, qui coûtent plus cher aussi, hein. Et je crois que le marché américain est plus simple, mais enfin plus facile en revenus, mais il est aussi beaucoup plus complexe, puisqu'il y a, nous avons des contrats avec presque 500 payeurs, 500 payeurs américains de différentes formes, tailles, États, etc. Parce que certains sont répartis par État, par programme, etc. pour arriver à couvrir les 250 millions d'Américains pour lesquels nous avons des contrats des capacités de facturer. Voilà. Donc sur les essais cliniques, mon message à moi, c'est il y a un nouveau type d'essais cliniques qui doit pouvoir se faire, qui sont des essais cliniques en incrément, qui correspondent plus au modèle du numérique et pas des essais cliniques aussi structurés que ceux qu'on avait et effectivement à faire en incrément et en continu et en modification continuelle. Et ça, le système n'est vraiment pas prêt à ça. Et puis le deuxième élément, c'est financement et commande publique. En tout cas, capacité de livrer sur le territoire sont directement liés pour moi et pour nous en tout cas. Et ce qu'on voit, c'est que là-dessus, pour passer dans des phases scale-up très importantes, il y a besoin quand même de travailler un peu, de réfléchir un peu à financer et consommer, avoir envie quand on finance de consommer sur le territoire ce qui est développé sur le territoire. Et ça, c'est ce qui s'est fait avec le vaccin. Je pense que ce modèle-là devrait être une leçon qu'on retient. Et si on veut déployer des entreprises avec du succès, que ce soit dans le domaine pharma ou dans le domaine biotech ou dans le domaine e-santé au logiciel qui accompagne, d'une façon générale, il faut que les deux aillent de pair. Merci. Je vais passer la parole à Véronique Guillotin qui va poser en effet les questions puisqu'elle rapporte cette mission. Et ensuite, vous pourrez y répondre et rajouter des points si vous souhaitez par rapport aux questions premières. Véronique. Oui, merci Madame la Présidente. J'ai des questions, mais beaucoup de réponses quand même ont été données dans les exposés. Ça va peut-être permettre de recentrer ou de mettre des focus sur certains points. La première, en fait, c'était, je voudrais revenir sur les essais de phase 1 et 2, dont on sait ou en fait dont on dit qu'en France, ils sont peu importants. La France reste au 5e rang européen avec... si mes chiffres sont bons, 5% seulement de ces essais qui sont des essais de phase 1 et 2. Est-ce que vous observez la même tendance dans des aires thérapeutiques, par exemple, comme les vaccins, et on a entendu parler tout à l'heure de la cardiologie? Est-ce qu'il y a une explication? On a parlé d'explications culturelles, mais est-ce qu'il y a d'autres explications? Donc, oui, en tout cas, avez-vous un éclairage à nous donner sur cette situation? On peut éventuellement évoquer la frilosité des autorités chargées de l'examen des demandes d'essai pour des phases qui présentent en fait des risques pour la sécurité, et par définition, les risques sont plus élevés peut-être sur des phases 1 et 2. Bon, ça a été évoqué, mais si c'était possible de repréciser. Et on sait que l'approche est différente dans certains pays. On évoque souvent l'Allemagne, la Belgique ou l'Espagne. Est-ce qu'effectivement vous avez donc sur ce sujet-là un avis particulier? Et puis une deuxième question en fait sur la valorisation des résultats de la recherche publique. Et vous, en tant qu'industriel, avez-vous été amené à négocier avec des structures publiques de recherche pour acquérir des brevets?
Avez-vous rencontré des difficultés dans la cession de cette propriété intellectuelle, notamment avec les SAT? Et enfin, dernière question, j'ai juste une question sur la course au développement des vaccins. Et le registre national de candidats aux essais cliniques qu'a élaboré le Royaume-Uni, pensez-vous d'une façon générale que cet outil peut être un outil qui peut être considéré comme un facteur d'attractivité pour les pays et notamment pour un pays comme la France? Bien, qui commence? Monsieur Pierre, allez-y, puisqu'on vous a squeezé un peu. Non, mais il n'y a pas de problème. Puis peut-être que je reviendrai sur... parce qu'on parle toujours de... J'aime bien ces tables rondes, mais en même temps, c'est un peu frustrant parce qu'on parle de cas et d'histoire. Je pense que c'est bien les tactiques et d'écrire les situations, mais c'est mieux de comprendre l'environnement. Parce que ces discussions, on les a depuis longtemps et je pense que le temps presse. Après, je dirais en une minute pourquoi, en tout cas, ce que je pense. Alors, pour revenir à vos questions plus précisément, la première question, je suis d'accord avec Franck. Alors, je ne sais pas si c'est lié au nouveau directeur de l'ANSM, probablement. Mais j'ai vu une attitude totalement différente et donc que je tiens à souligner parce que j'ai eu vraiment un état d'esprit qui a vraiment changé depuis l'an dernier. C'est une directrice. D'ailleurs, j'ai vu parler à la télévision, elle est extrêmement brillante et c'est le jour et la nuit, donc je tenais à le souligner. Donc comme quoi le mal fait dans le passé a été réparé et je pense que c'est de bon augure pour la santé en général en France. Alors, deuxième point, votre question. Oui, en effet, le problème, c'est que l'innovation, c'est l'incertitude. Et j'avais adressé une lettre à mon arrivée il y a 5 ans en France chez Carmat, une lettre ouverte à l'ex-directeur de la NSM, où je lui avais expliqué ce qu'était l'innovation. Ce qui est dommage parce que c'est ce qu'il doit traiter tous les jours. Alors, je lui avais expliqué, l'innovation, c'est l'incertitude. C'est pas plus compliqué que ça. C'est comme le disait un des exposants. Quand vous innovez, vous découvrez. Bon, ça, c'est normal. Alors, c'est clair que si vous n'aimez pas l'incertitude, il vaut mieux changer de métier parce que l'innovation, c'est ça, la recherche. On a un objectif, on a un dessin, on a un plan, mais on ne sait pas ce qu'on va trouver. Et bien sûr, il peut y avoir des problèmes. On l'a vu avec les vaccins, les complications, ce qui a ému les gens. Mais bon, peut-être que les gens ne sont pas compétents pour parler des études cliniques des vaccins. Mais bon. Et donc, c'est normal. Et donc, face à l'incertitude, il y a 2 réactions. Soit on s'arrête parce qu'on a peur, ou soit on regarde, on raisonne et on dit, voilà, on va repartir peut-être différemment. Et mon expérience, ça fait 30 ans que je travaille dans le dispositif médical. Quand je travaillais, en majorité, c'est toujours des groupes américains, malheureusement, peut-être qu'on y reviendra. Pourquoi ce sont des groupes américains et pourquoi il n'y a pas de groupe français. Mais je n'ai jamais fait d'études en France. Et c'était mon choix. Parce que c'était très lent pour les approbations. Et une fois que vous étiez parti, vous étiez bloqué tout le temps. Et je vais vous donner un cas très récent, comme ça au moins. Donc, le problème, il est là, c'est que vous parliez de frilosité. En effet, c'est un problème de frilosité. Alors, pourquoi la frilosité? C'est ça la question. Parce que pourquoi dans les autres pays, les gens ne sont pas frileux? Alors, je pense qu'il y a un problème, et Franck le soulignait, je pense qu'honnêtement, il manque de personnes au niveau quantitatif. Donc déjà, ils ne peuvent pas traiter tous les dossiers en temps et en heure, c'est le premier point. Et ils nous le disent, hein, ils sont frustrés. Et il y a un problème qualitatif. Donc, il y a un problème de compétences. Et pas parce que les gens ne sont pas compétents, mais quand on regarde dans le dispositif médical, le directeur du dispositif médical s'occupe des crèmes cosmétiques jusqu'au cœur artificiel. Donc, même si la personne est brillante, c'est très difficile de comprendre ce que fait une seringue, un pacemaker, un défibrillateur, une prothèse de hanche, une prothèse de genou. Alors moi, mon premier rapport avec la NSM, quand je suis revenu en France il y a 5 ans, la directrice du dispositif médical, qui était très, très supportrice, hein, je dois dire, elle s'est présentée, elle me dit, voilà, je m'occupe des crèmes jusqu'au cœur artificiel. Et là, j'ai compris le problème. Donc, clairement, c'est très difficile pour eux d'être préparés. Donc ça, c'est le problème. Donc quand on ne sait pas, après, soit on fait confiance et puis on laisse aller, mais quand c'est des sujets aussi clivants qu'un sujet comme Carmat qui a été surmédiatisé, et puis en plus, quand notre produit s'arrête, c'est la mort. Hein. C'est pas un stent qui s'occlue, à ce moment-là, une autre artère qui peut compenser. Nous, le produit s'arrête, c'est la mort. Donc, bien souvent, les gens ne veulent pas exposer, ils ont peur des médias, etc. etc. Donc, qu'est-ce que j'ai fait il y a 5 ans? Je suis parti de la France. Et là, notre monde a changé.
On a travaillé avec des centres qui étaient équipés, qui connaissaient l'innovation, parce que le mal de ne pas faire d'innovation et d'études cliniques en France, c'est le mal pour le médecin, puisque le médecin, il ne va pas être vraiment au fait des nouvelles technologies, il ne va pas pouvoir se développer, il ne va pas pouvoir participer aux congrès, aux discussions mondiales. C'est ça le vrai problème. Parce qu'à la fin, le patient, il aura le produit, parce que l'étude, on va la faire ailleurs, et l'agrément, il viendra de toute façon. Mais c'est les médecins qui y perdent, c'est la médecine qui y perd, parce qu'elle ne participe plus à l'innovation. Donc ça, c'est le premier problème. Donc moi, il y a 5 ans, j'avais fait le choix de partir. Ça s'est très bien passé, on a fini notre étude. Et puis à un moment donné, la France, on est français déjà, les investisseurs en plus, ils y tiennent, donc on a dit, il faut qu'on revienne en France. Donc, on a fait le choix de revenir en France. La Covid a été un facteur important puisque c'est vrai qu'il est difficile de faire des opérations à distance avec la Covid, les transports. Donc, on est revenu en France. On a fait 2 patients. Je ne sais pas si vous avez eu la chance de voir le film sur la BBC, le patient de 30 ans qu'on a sauvé, mais c'est assez éloquent. Eh bien, on a eu des petites alarmes, mais des alarmes vraiment anodines. Eh bien, on a eu alors là des calls, des réunions. Mais pourquoi? Mais comment? Et comment ça se fait? Alors que les autres pays, ils ont dit c'est normal, c'est la vie. Et ici, je me suis dit, ça y est, c'est reparti. Bon, c'est bien parce que les 2 patients, ça s'est très bien terminé. Donc tout le monde est content. Mais ça a été encore, ils étaient en crise. Quand on a repris l'étude en France, c'était comme ça, oulala, oulala. Et dès qu'on a eu une alarme, alors là, ça a été... Mais bon, ça s'est bien passé. Donc, trop frileux. Je pense qu'il manque de personnes pour le dispositif et il manque de compétences. Donc les gens, je les ai vus, ils font de leur mieux, donc il ne faut pas les fustiger, mais je pense que ce n'est pas structuré pour soutenir les études cliniques en France. Le deuxième point, je ne parlerai pas de vaccins bien sûr, mais le deuxième point, c'est les structures publiques. Alors bien sûr, et les PIA, c'est le problème du PIA de toute façon, c'est qu'on veut un peu copier on parle toujours d'Amérique, moi j'habite en Amérique, donc il ne faut pas non plus rêver, hein, c'est pas non plus Eldorado, mais bon, je pense qu'on ne peut pas comparer la France et l'Amérique aujourd'hui parce qu'on compare des poires et des pommes. Alors, pourquoi? La structure publique, nous on travaille avec des laboratoires, quand on est obligé. Je dis bien quand on est obligé. Pourquoi quand on est obligé seulement? Parce que le laboratoire américain, ce n'est pas le laboratoire français. Et c'est très différent. Nous, quand on travaille avec des laboratoires français, c'est parce qu'on est contraint. Parce qu'en termes de dynamique, en termes d'urgence, en termes de structure, en termes de ressources, mais ils sont à la rue. Donc, nous, travailler avec un laboratoire public, c'est perdre du temps. C'est perdre du temps. Nous, on fait des choses, on travaille beaucoup, très vite. Et là, le rythme, il est différent. Il manque de moyens. On parle de laboratoire. Je vais prendre un cas français. Donc, quand je travaillais à San Francisco, donc on se rencontrait entre Français, il y avait un polytechnicien très brillant, et il est parti. Parce qu'il était dans un laboratoire, je ne vais pas le nommer, un institut très connu en France, et il était frustré, parce que quand il voulait faire un truc, le maximum qu'il pouvait avoir, c'est 500 000 € pour un projet de 2 ans. Donc, il va où? Dans un laboratoire public. Alors là, il a découvert un autre monde, donc le Livermore Institute, hein, au nord de San Francisco, et là, il va voir son chef, et il lui dit, voilà, j'ai un projet. Il lui dit, il te faut combien? 5 millions. Et il lui dit, mais vous blaguez, j'espère. Il vous faut au moins 20 millions si vous voulez porter le... Et il est parti avec 25 millions. Donc, c'est ça la grosse différence. C'est que je pense qu'il y a déjà un problème budgétaire qui est flagrant, on le sait. Et puis, comme il n'y a pas de budget, donc bien sûr, vous découragez les gens de joindre ces structures, les gens qui ont envie de faire de la recherche fondamentale. Et les rythmes sont différents. Et nous, quand on travaille avec les laboratoires, c'est jonché de RTT, de trucs. Et comme on disait dans les startups, on a du mal à avoir de l'argent. On a du mal à avoir de l'argent. Et le temps, c'est de l'argent. Et on ne peut pas avoir un truc à 6 mois. Si on peut avoir un truc à 1 mois ailleurs, ben on le prend et c'est ce qu'on fait. Et je pense que le problème, il est là. Moi, l'an dernier, en plus, avec la Covid, tous les laboratoires étaient fermés. Tous. On a failli manquer quelque chose de très important parce que malheureusement, on a fait ça avec un laboratoire aux US parce qu'ils étaient tous fermés. Donc, il y a un problème d'état d'esprit. Donc, je pense qu'on ne peut pas comparer les 2 systèmes. J'ai vu, je ne sais pas si vous l'avez écrit, vous comparez, mais MIT, Livermore Institute, je pense que si on veut vraiment qu'il y ait, c'est pas avec des PIA qu'on va pouvoir aider l'industrie à travailler avec le public, c'est qu'il faut structurer le public. Et quand vous aurez quelque chose d'attractif pour le privé, je vous jure que le privé va sauter sur le public, hein, il n'y a pas de problème. Mais il faut rendre le public attractif et une valeur de proposition. Autrement, voilà.
Je vais peut-être déjà revenir sur la question des agences. Dans la préparation du CSIS est évoquée la création d'une agence de l'innovation en santé. Il a été évoqué tout à l'heure par Monsieur Grimaud, l'importance du rôle qu'avait joué la BARDA dans le cas de la pandémie, l'intérêt qu'il y aurait à créer la future agence européenne, l'ERA, à condition évidemment qu'elle soit dotée de moyens, et donc en clair qu'on ait une agence européenne bien dotée, capable de réagir rapidement. Est-ce que la création d'une agence de l'innovation en santé dans notre pays serait pertinent? Quels pourraient être, selon vous, les contours de cette agence et quel pourrait être son positionnement pour accompagner le développement clinique et industriel des biotech? Et comment cette agence pourrait interagir avec la future agence européenne, même si on n'est peut-être pas sur les mêmes sujets, puisque l'une serait dédiée à l'anticipation de crise sanitaire, alors que l'autre, on serait sur l'innovation. Mais au regard de vos propos, notamment autour de la NSM, et j'ai bien noté que la NSM était en progrès, mais que d'un autre côté, il y avait quand même des points améliorés, un manque de ressources humaines, un problème qualitatif, un manque de moyens. Est-ce qu'il est pertinent de créer une agence en innovation ou est-ce qu'il ne faudrait pas renforcer la NSM? Alors, je n'ai pas forcément la réponse, mais j'aimerais avoir votre éclairage. Et s'il y avait une agence en innovation en santé qui a été créée, de quels moyens devrait-elle disposer? Alors, c'est peut-être difficile à évaluer, mais enfin, vous avez quand même une parfaite connaissance du domaine. Donc, j'aimerais avoir votre éclairage. Et puis, un sujet qu'on n'a pas abordé, ou en tout cas pas beaucoup, on a beaucoup insisté sur la difficulté d'avoir des procédures accélérées dans notre pays pour permettre l'accès précoce des patients à des thérapies innovantes. Donc, je ne reviendrai pas dessus. Par contre, une question sur la procédure de marquage CE. Est-ce qu'elle est aussi efficiente et protectrice sur le plan de sécurité que les procédures d'autorisation des dispositifs médicaux aux États-Unis? Et est-ce qu'il faudrait faire évoluer la procédure spécifique aux dispositifs médicaux en Europe pour garantir un accès aussi précoce que possible aux dispositifs innovants? Mais on en revient peut-être tout simplement sur les mêmes sujets, de la frilosité, des moyens et de la question des études sur des patients français pour obtenir un remboursement. Voilà, je vous remercie. Brigitte Micouleau. Il faut allumer ton micro, Brigitte. Voilà. Oui, merci Madame la Présidente. Moi, j'ai deux questions. La France est engagée dans la création de la mise en place de la plateforme de données de santé West Data Hub afin d'améliorer le pilotage des ressources en données dans le champ de la santé. Ce GIP donc fait l'objet d'un financement public qui est conséquent et intègre un grand nombre de data scientists. Pouvez-vous nous faire part de vos premières évaluations de résultats de cet investissement qui utilise des traitements algorithmiques de l'intelligence artificielle dans le domaine de la santé, et quel est l'impact de la plateforme de données de santé sur vos entreprises et favorise-t-elle la recherche? Et puis j'ai une deuxième question. Hier, sur une radio nationale, le sujet de la greffe du cœur a été traité. Lors de l'émission, une machine innovante a été présentée permettant de conserver un greffon cardiaque quelques heures supplémentaires, donc de prévoir un temps de transport plus long. De 4 heures dans une glacière traditionnelle, grâce à cette machine, il est alors possible de préserver un cœur jusqu'à de 6 à 8 heures. Elle est conçue notamment de façon à pouvoir transfuser le cœur avec le sang pendant le trajet. Êtes-vous aussi enthousiaste que le journaliste sur l'organe Care System qui se présente comme l'avenir de la transplantation cardiaque? Merci. Très bien. Madame Jacquemet? Oui, merci Madame la Présidente. Bonjour à toutes et à tous.
Oui, je vous ai écouté, messieurs, avec attention. On savait que la recherche en France avait quelques difficultés, mais là, vous nous avez vraiment donné des exemples bien précis qui nous laissent, comme ma collègue, songeurs. J'aurais deux questions en fait à poser. Une peut-être plus spécifiquement à Monsieur Franck Grimaud. Vous avez parlé d'un vaccin futur sur la maladie de Lyme. Alors je voulais, si vous pouvez nous donner quelques précisions sur les délais, quand est-ce que vous pensez qu'il pourra être mis sur le marché? Et ma deuxième question concerne le diagnostic de la maladie de Lyme. Je sais qu'en médecine humaine, il y a des grosses difficultés pour poser ce diagnostic. Et je vous ferai part de mon expérience de vétérinaire. J'ai été surprise à plusieurs reprises de voir arriver dans ma clinique des patients, donc j'allais dire des humains, qui venaient me demander la possibilité de faire analyser leur sang dans nos laboratoires d'analyse vétérinaire qui sont tout à fait en mesure de diagnostiquer avec précision et avec sûreté cette maladie-là. Donc qu'en est-il du test et des diagnostics en France? Est-ce qu'ils évoluent et pourquoi un tel blocage? Et ma deuxième question, c'est concernant justement l'attractivité de la France en matière de recherche clinique et de production biopharmaceutique, qui, à notre sens, doit devenir une priorité économique, d'autant plus après la crise sanitaire que nous avons connue. Alors, en dehors d'améliorer l'attractivité des carrières des chercheurs en France, et vous nous l'avez démontré pour éviter la fuite vers d'autres pays, il y a bien sûr des financements à prévoir, mais est-ce que l'environnement réglementaire doit être adapté? Et quelles seraient pour vous les priorités en termes d'innovation en santé? Voilà, je vous remercie. Laurence Cohen, pour terminer. Oui, merci Madame la Présidente, merci messieurs pour l'apport que vous nous avez donné ce matin. Donc vous avez souligné effectivement, en tout cas c'est ce que j'ai interprété, que les données concernant la France dans le domaine de la recherche et du développement finalement indiquent que nombre d'essais cliniques ne se font pas dans l'Hexagone, en tout cas qu'ils ont énormément diminué ces dernières années. Ne pensez-vous pas en fait que cette baisse, outre ce que vous avez dit sur les tracasseries, etc., est-ce que vous ne pensez pas quand même que cette baisse est le résultat de la diminution des centres justement de recherche et de développement? Si je pense à Sanofi par exemple, qui est très implanté dans ma ville, eh bien on passe en quelques années de 11 centres à seulement 3 bientôt. Donc, évidemment, c'est problématique. Donc, comment est-ce que vous pensez, ou en tout cas inverser les choix qui sont faits et dont les conséquences sont négatives pour tout le monde? Ça, c'est ma première question. J'avais une seconde question, effectivement, sur les agences, mais ma collègue Corinne Imbert les a posées. Effectivement, je pense qu'il y a besoin, on le voit, par exemple, pour l'Agence nationale de sécurité du médicament, le gouvernement donne de plus en plus de missions à cette agence avec de moins en moins de moyens. Donc, évidemment, il n'y a pas quand même, en tout cas, quand je dis j'exagère un peu en disant de moins en moins de moyens, mais en tout cas pas les moyens qui seraient nécessaires pour les missions qui leur sont données. Donc, Corinne Imbert a posé la question. Donc ma deuxième question, en fait, c'est je voudrais avoir des éléments plus précis, parce qu'il me semble que finalement vous touchez, vous, le CIR. Et je voudrais savoir finalement quel apport par rapport à votre domaine de recherche, et puis finalement quelles obligations, quels devoirs vous avez en retour. Je vous remercie. Très bien, on va commencer. Monsieur Grimaud, vous pouvez... Il y avait une question concernant la maladie de Lyme, et puis si vous souhaitez aussi compléter par rapport aux autres questions. Oui, je vais essayer d'aller très vite parce qu'on a aussi nos contraintes de temps. Donc, Lyme, on espère lancer un essai clinique de phase 3 l'année prochaine, et puis résultat 2024, lancement 2025. En ce qui concerne les questions de diagnostic, je pense que c'est aussi... il y a eu beaucoup d'améliorations de fait, mais c'est aussi
encore un peu, mais de moins en moins, une méconnaissance de la part des médecins de cette maladie. Et un certain nombre de symptômes sont considérés comme non liés au Lyme, dont les gens ne sont pas poussés au diagnostic. Sur la question de l'Agence pour l'innovation à la santé, en ce qui me concerne, peut-être mes collègues auront un avis différent, mais je pense qu'on meurt en France de créer un organisme après un autre organisme après un autre organisme. On a beaucoup trop de couches, beaucoup trop d'organismes dans tous les sens qui coûtent cher à gérer. Je pense qu'on a la BPI qui fonctionne très bien, un certain nombre d'organisations de recherche comme l'INSERM. Dotons les mieux, mais ne créons pas encore une agence supplémentaire. En ce qui concerne la préparation à des pandémies ou à des crises sanitaires, c'est au niveau de l'Europe que ça se joue. Et donc, il faut monter ce barda européen, il faut le doter, il faut lui donner un pouvoir d'autonomie, mais une agence de plus, voilà, je pense que c'est un des problèmes français, c'est qu'on crée une agence par problème. En ce qui concerne, il a été évoqué juste avant la question des registres nationaux de vaccination. Je confirme qu'effectivement, en l'occurrence, puisqu'on a fait nos essais cliniques initiaux en Angleterre, maintenant on va faire des essais cliniques ailleurs, y compris en Europe. La création de ces registres nationaux ont permis de faire des essais cliniques très rapidement, parce qu'il y avait beaucoup de volontaires. Donc bon, maintenant je pense que mais c'est peut-être une idée à reprendre pour l'avenir. En ce qui concerne donc l'intervention aussi, baisse des centres de recherche de Sanofi en France, je pense que c'est révélateur de ce qu'on a dit précédemment sur le fait que je n'ai pas les chiffres en tête, mais je suppose que pour Sanofi, le chiffre d'affaires en France doit représenter peut-être moins de 3, 4, 5% de son chiffre d'affaires, qui met aussi des centres de recherche là où sont ses clients. Il faut les comprendre, il faut comprendre les pathologies des patients. Donc c'est aussi révélateur de tout ça. Ayant dit cela, et c'est là que la biotech est utile. Depuis maintenant 15 ans, 20 ans, un médicament sur 2 qui est mis sur le marché vient des biotechnologies, vient des sociétés de biotechnologie. Le vaccin Covid a été très révélateur. 7 vaccins sur 10 viennent des biotechnologies, y compris pour les vaccins que Pfizer a mis en place ou que AstraZeneca a mis en place. Ça vient des biotechnologies. Donc c'est pour ça que et en France on est pas mal doté. Je reviens à nouveau, c'est le financement. Il faut aider, c'est le financement privé, c'est des fonds privés qui puissent permettre de faire cette phase 3 et d'emmener, de permettre à la société de biotechnologie de commercialiser. Donc c'est ça qu'il faut sur lequel il faut avancer. Et dernier point peut-être sur le Waste Data Hub, je pense que c'est une excellente idée, ça fait partie des choses d'avenir, mais là encore, il va falloir qu'on fasse attention. On dit, il y a un adage de plus en plus, qui est intéressant, les États-Unis innovent, la Chine copie et l'Europe réglemente. Il va falloir, sur cette histoire de Web Data Hub, que l'on fasse attention tout en respectant les données des patients, en anonymisant, évidemment, ça c'est la base, mais qu'on permette de l'utilisation de ces données pour les sociétés de biotech, les sociétés de pharma, pour accélérer encore les essais cliniques, accélérer les corrélations entre telle ou telle maladie. Si on ne fait que réglementer, à nouveau, on va prendre un wagon de retard. Donc cette initiative est bonne, mais il va falloir laisser les sociétés privées y accéder et les utiliser dans des bonnes conditions éthiques, évidemment. Voilà, je m'arrêterai pour laisser la place à mes collègues. Monsieur Pierre, peut-être sur ce qui concerne le dispositif médical. Oui, alors rapidement, je pense que c'est un problème d'économie de toute façon, parce que là on parle d'études cliniques, c'est un problème d'économie. Il faut qu'on crée un écosystème. Je pense que ça fait 40 ans qu'on voit notre filière qui est en train de disparaître en pharma et en medtech, elle est jamais née en fin de compte. Et comme on est en train d'assister à une concentration des deux secteurs, si on attend encore 10 ans, on parlera même plus de start-up. Alors ça, c'est le premier point. Donc je pense que cette discussion est utile, mais il y a vraiment besoin d'un vrai plan.
On parlait de plan Marshall quand j'étais à l'Élysée, tout ça, mais bon, si on veut une filière de santé en France, hein, mais pour moi, c'est un problème industriel d'emploi. C'est pas faire de la recherche pour la fierté d'avoir développé un vaccin. Premier point. Second point, et je pense qu'il faut qu'on arrête de se complaire dans cette situation, parce que qu'est-ce que l'innovation? L'innovation, c'est créer des startups où le critère de succès, c'est avoir un médicament qui marche. Je suis content de savoir qu'on a 60 nouvelles boîtes tous les ans, mais si on a 0, et c'est une partie de la réponse pour laquelle on n'a pas de financement, ce qu'on appelle en anglais le track record, il est quasiment 0. Il n'y a aucune société qui est sortie vers le haut depuis 10 ans en France. Donc, un investisseur américain ou étranger, même français, il dit voilà, montrez-moi un cas de succès qui fait que je vais penser qu'en France, on a l'écosystème pour réussir en biotech et en medtech. Il n'y a pas un cas probant. Et ça, c'est la grosse difficulté. Donc, il faut qu'on crée un écosystème. Donc, l'innovation, c'est ça. Et il faut qu'on arrête. J'ai publié il y a des années un papier avec le président de la Société européenne de cardiologie sur l'innovation. Et l'innovation, c'est un triumvirat. C'est l'industrie, c'est les médecins et c'est les gouvernements, les payeurs, les régulateurs, tout ce que vous voulez. Et ils doivent travailler ensemble. Et l'industrie, il faut arrêter de penser que l'industrie, c'est le grand Satan. Oui, c'est une industrie, il faut des capitaux. Si on ne l'accepte pas, bon, vous avez vu les vaccins, on n'en développera pas. C'est un fait. On n'aime pas, mais c'est le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Il changera peut-être. Hein. Les médecins, il faut arrêter de penser, et ça c'est le problème de la NSM également, peut-être dans le passé, c'est le seul pays où on n'a pas le droit de prendre des gens qui ont des contrats avec des industries. On pense au conflit. Si vous avez un conflit, ça veut dire que vous avez un intérêt pour quelque chose. Si vous n'avez pas de conflit d'intérêt, ça veut dire que vous n'êtes pas intéressant. Il faut se poser la bonne question. Et donc, on est le seul pays où on ne peut pas prendre des gens compétents parce que malheureusement, comme ils sont compétents, ils sont utilisés dans l'industrie. Et la troisième partie, c'est que la NSM, donc je suis contre créer des silos, je suis d'accord, il faut les renforcer, il faut leur donner les moyens parce qu'ils ont la bonne volonté, ce n'est pas leur problème, mais on leur donne plein de missions, ils sont sous-staffés et il ne faut pas séparer encore l'innovation. C'est un état d'esprit, c'est une stratégie, c'est une vision et il faut qu'ils parlent plus à l'industrie. Parce que parler à l'industrie, et ça a changé. Je dois dire, je ne sais pas si c'est sous l'influx de nouvelles personnes, non, mais j'ai vu qu'il y a eu des changements vraiment très positifs, hein, je dois dire. Donc ça, c'est un peu le... Donc moi, je ne créerai pas du tout une nouvelle... Il faut juste les renforcer, les doter et les rendre vraiment plus forts. Et puis ça les aidera, ils seront peut-être plus motivés également parce qu'ils font de leur mieux. Moi, honnêtement, j'ai que des choses positives à dire sur les gens qui travaillent avec nous. Mais malheureusement, ils ont des limites qui ne dépendent pas d'eux. Le CIR, c'est très bien parce que s'il n'y avait pas de CIR, je peux vous garantir que je ne parle que du medtech, il n'y aurait pas une société en France. Parce que le problème, c'est qu'on reçoit du CIR, très bien. Par contre, nous, on embauche des gens qui sont à l'université qui ne connaissent pas du tout notre domaine, parce qu'il n'y a pas de société. Donc, on perd 1 an de temps, parce qu'il faut leur montrer qu'est-ce que c'est que le dispositif médical. Donc, s'il n'y avait pas de CIR, c'est très bien. Je pense qu'il n'y aurait pas de medtech en France comme start-up. Donc, voilà. Et puis, la machine dont parlait madame, je me rappelle, Moudou. Bon, alors, oui, c'est très bien, parce que je ne sais pas si vous savez comment ça se passe. Vous trouvez un cœur, vous avez un récipient. Ben, hop, si la personne est morte sur la route, ces accidents de la route, en général, c'est des jeunes qui meurent. Il faut enlever le cœur le plus vite possible. Et en général, on prend un avion, un jet privé, on transporte le cœur dans une glacière, comme vous disiez. Et donc, ces machines-là permettent de garder le cœur plus longtemps et de maximiser la chance du transplant. Donc, comme il n'y a déjà pas beaucoup de cœurs disponibles, malheureusement, ça maximise les chances de transplantation et de ne pas perdre les cœurs qui sont malheureusement rendu disponible par la mort de patients sur la route. C'est quasiment la seule source. Et donc, oui, c'est très bien. Voilà. Puis mais bon, moi, mon mot, vraiment, c'est une industrie. Il ne faut pas avoir peur d'en parler. L'innovation en santé, il n'y en aura plus en France parce que l'innovation, c'est complexe. On ne parle pas de développer un cathéter ou une seringue qui coûterait 10-20 millions. L'innovation aujourd'hui, on est arrivé en 2020 à développer des cœurs artificiels, des systèmes de diabétologie, de mesure en télémonitoring qui sont connectés en IoT, bon c'est un peu barbare, mais aux pompes à insuline. Et ça, c'est des projets qui coûtent des centaines de millions. L'innovation maintenant, c'est des choses complexes. Donc c'est beaucoup de capitaux. Et bon, c'est un sujet très... Et c'est une industrie, il faut l'approcher comme une industrie. Et la vraie question de base, c'est est-ce que la France pense que c'est stratégique pour la France d'avoir l'industrie de la santé? Et ma réponse en medtech, en biotech, elle est encore plus éloquente. La medtech, c'est 600 milliards de dollars l'année d'industrie, c'est 7% de croissance.
on ne fait qu'acheter. On a 0% de part de marché en France, alors que le PIB de la France, c'est 5,4% du PIB mondial. On est à 0% sur un marché aussi énorme. La question, elle est claire. Alors, pourquoi faudrait-il s'intéresser au MedTech? Parce que toutes les idées en cardiologie les 30 dernières années sont venues de médecins français et malheureusement, elles ont été phagocytées par des laboratoires américains. Donc, je pense que le cas d'école, il est assez simple, mais il faut une volonté politique et surtout un plan stratégique. Et ça fait 10 ans que je le demande. L'ex-gouvernement, le nouveau, mais bon, et j'ai dit, les iPhones, je sais que quelqu'un est omnibilé avec l'iPhone depuis qu'il est élu. L'iPhone, c'est 600 milliards. On ne fera jamais d'iPhone en France. On ne fera jamais d'iPhone en France. C'est trop tard. Par contre, la santé, le MedTech, on peut en faire parce que les idées viennent de chez nous. Donc voilà. Sur le marquage CE. Alors le marquage CE, alors je sais qu'il y a des émissions, je ne sais pas comment ça s'appelle, Cash sur la 2, là. Je pense que c'est comme la Covid, il faut arrêter. La santé, c'est un secteur spécifique. Moi, je ne parlerai pas de lanceur Ariane, je ne connais rien. Donc, je sais que la santé, ça touche tout le monde. Mais le problème, c'est qu'on a mis en pâture aux gens la santé. On compare les FDI, mais le marquage CE, ce n'est pas des délinquants qui regardent les dossiers. Et je peux vous dire que si vous voyez le dossier de Carmat, certes, on n'a pas eu beaucoup de patients, mais le dossier... Je pense qu'il est, c'est la moitié, ça doit faire 10 mètres cubes de feuilles. Et donc, oui, les gens, ils ont étudié pendant 2 ans. Alors, le marquage CE, contrairement à ce qu'ont montré des gens, on ne peut pas donner un marquage CE à un sac pour transporter les oranges, contrairement à ce qui a été dit dans la presse. Donc, le marquage CE, oui, on peut le rendre plus compliqué. Mais à ce moment-là, vous savez, il faut... Je vais prendre un cas d'école qui malheureusement nous a échappé, c'est la valve aortique percutanée, qui est une idée française qui est devenue maintenant le plus gros succès cardiologie des 20 dernières années, qui malheureusement a été acheté par un laboratoire américain. C'était Alain Cribier, donc on en parle partout. Il a fait les patients en France, ils sont morts. Et donc, il est parti au Canada. Donc là, au Canada, ils l'ont laissé continuer, parce qu'en France, on l'avait arrêté. Et après, il a été racheté aux États-Unis. Alors, si vous devez vous faire opérer par un chirurgien, en général, vous allez demander, vous avez combien d'années d'expérience, non? Il vous dit, ça va être ma première opération. Est-ce que vous allez rester avec lui ou est-ce que vous allez changer d'hôpital? Alors, la vraie question, est-ce qu'il faut permettre aux chirurgiens qui n'ont jamais opéré d'opérer? C'est ça la vraie question. Eh bien, malheureusement, ça s'appelle la courbe d'apprentissage. Eh bien, c'est vrai pour les produits également. Donc, vous pourrez mettre toutes les règles que vous voulez. Il faut 10 ans pour stabiliser une technologie. 10 ans. Donc, on découvre des choses tous les jours. Nous, on les découvre. Et c'est un choix. Et c'est pour ça qu'il y a une forme de consentement. Donc, on informe le patient des risques. Et c'est détaillé. Et après, c'est au patient, ensemble avec son médecin, de prendre la meilleure décision. Mais en effet, le risque existe. Et je pense qu'il faut accepter ça. Alors, je sais que les nouvelles générations n'acceptent plus parce que, bon, on a vu avec la Covid, la mort et tout ça, on n'accepte plus la maladie. Mais c'est la vie. Donc, si on veut faire de l'innovation en santé, eh bien, il ne faut pas... Je pense que les règles ont bien été... On peut toujours faire mieux, mais je pense que la barre est déjà assez haute. Et je pense qu'il faut juste accepter qu'il y a une part de risque. Quand vous allez vous faire opérer du cœur, il n'y a pas 100% de chance d'en sortir indemne.